Bonjour et bienvenue à ce webinaire du mercredi 23 mars intitulé Je vous comprends, l'insécurité linguistique comme barrière à la santé. Mon nom est Nathalie Boivin et il me fait plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui pour ce webinaire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Malécites et les Mi'kmaq ont conclu avec la couronne britannique en 1725. Je remercie les peuples Mi'kmaq et Malécites de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Quelques mots concernant la Société Santé en français. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. 3 objectifs sont poursuivis par les webinaires. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir notre panéliste, Mme Andrea Burke-Saunier. Andrea Burke-Saunier est professeure agrégée au département des sciences de l'éducation de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Anglophone de naissance, Andrea s'identifie maintenant comme acadienne adoptée. Elle vit, étudie et travaille dans une communauté acadienne néo-écossaise depuis 24 ans. Présentement, dans ses recherches, Andrea explore le contexte d'enseignement et d'apprentissage de la langue française dans la francophonie nord-américaine. Comment mieux appuyer et encadrer les élèves et les enseignants en milieu francophone minoritaire et les expériences vécues par les enseignants en contexte minoritaire en ces temps de COVID-19. Andrea est cofondatrice des chantiers d'action et de recherche pour des francophonies inclusives, le CARFI, et occupe le rôle du chantier Parlons avec confiance, le PAC. Avant de céder la parole à notre conférencière du jour, quelques éléments logistiques pour vous rappeler à tous que vous êtes présentement en mode sourdine, mais que tout au long du webinaire, pendant la présentation de la conférencière et par la suite dans la période d'échange, nous souhaitons vous entendre. Donc, vous pouvez le faire soit par écrit en utilisant la boîte de conversation ou le chat box qui est située au bas de votre écran ou encore la boîte Q et R. De même, en cours de webinaire, il y aura quelques sondages interactifs. Ils sont facultatifs et anonymes, mais on vous encourage à y participer. Et d'ailleurs, pratiquons-nous avec un premier sondage interactif. Donc, vous voyez la question apparaître à l'écran. Elle est la suivante. Aviez-vous entendu parler de sécurité linguistique avant de vous inscrire au webinaire d'aujourd'hui? Alors, vous cochez soit la case oui, très souvent, oui un peu ou non pas du tout. Une fois coché, cliquez soumettre et nous pourrons maintenant exposer les réponses à tout le monde. Et je tiens à vous... Alors, 45% d'entre vous avez déjà entendu parler de sécurité linguistique, 55% un peu. Donc, c'est excellent. Le webinaire d'aujourd'hui contribuera définitivement à vous aider à comprendre davantage ce qu'est cette question de sécurité linguistique ou d'insécurité linguistique. De même, je tiens à vous informer que le lien d'enregistrement et le contenu de la présentation d'aujourd'hui seront disponibles sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Alors maintenant, je cesse le partage de mon écran et j'invite notre conférencière d'aujourd'hui, Mme Andrea Burke-Saunier, à procéder avec sa présentation. Très bien. Donc, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire intitulé « Je vous comprends, l'insécurité linguistique comme barrière à la santé ».
Et merci à la Société Santé en français de m'avoir invité à vous parler de ce sujet qui me passionne beaucoup. Il faut que j'avoue que les sciences de la santé ne comptent pas parmi mes sujets de recherche. Ça m'intéresse beaucoup, mais ça ne compte pas nécessairement parmi mes sujets de recherche. Mais je vais essayer de mon mieux de tisser des liens entre nos sujets d'intérêt. Donc, ma passion et le domaine de la santé, ce qui est votre passion. Donc, pendant les prochaines 30 minutes, je vise à expliquer ce qui est l'insécurité linguistique, quelles sont les causes et quels sont les impacts dans les choix langagiers, y inclus dans le contexte de la santé. Donc, pour débuter, je vous demande à réfléchir à ces questions. Et vous pouvez écrire vos réponses si vous voudriez pour les garder pour des futures réflexions et discussions, soit lors de la période de discussion questions plus tard ou pour vos propres réflexions. Donc, ma première question de réflexion. Comment est-ce que vous identifiez-vous? Francophone, anglophone, bilingue, franco, remplir le tiret avec votre région géographique ou ancestrale, comme franco-ontarienne ou franco-sasquois ou franco-albertain. Francophile, comment est-ce que vous identifiez-vous? Question de réflexion 2. Quand vous parlez avec quelqu'un qui parle un français différent que le vôtre, dans quelle langue répondez-vous? Continuez-vous de leur parler en français ou changez-vous votre langue à l'anglais? Ou à une différente langue que l'anglais? Question de réflexion 3. Quand vous êtes chez le médecin, le dentiste, avec une infirmière, etc., ou avec un autre professionnel en santé, quelle langue utilisez-vous? Et finalement, question de réflexion 4. Selon vous, quelles sont les expériences langagières vécues lors de votre vie qui ont mené à votre identité langagière et à vos choix langagiers identifiés dans les réponses aux questions précédentes? Et puis ça peut être des expériences vécues à l'école, en famille, au travail ou dans la communauté, parce que chacun d'entre nous, nous vivons des expériences langagières chaque jour et dans chaque contexte de notre vie. Je vous pose ces questions dans le but de vous permettre à réfléchir à votre propre construction identitaire, votre propre sécurité linguistique et vos choix langagiers ainsi que ceux des personnes avec qui vous interagissez. Parce que la communication est un chemin à 2 voies. Et puis, vous et les personnes avec qui vous interagissez, vous vivez l'insécurité ou la sécurité linguistique. Donc, avant de procéder, je suis chercheur, donc nous parlons souvent avec des données. Donc, avant de procéder, je partage avec vous des données retirées de l'étude L'offre de services en français en contexte minoritaire francophone, qui était réalisée par Eric Forg, Boniface-Bailly, Jacques Michaud en collaboration avec Kenneth DeVoe, Jonathan Boudreau et Sylvain Saint-Onge en 2011. L'objet de ce projet de recherche qui est disponible en ligne, l'objet de ce projet de recherche était guidé par 7 questions de recherche. Quels sont les facteurs qui influencent l'offre de services de santé dans les 2 langues officielles en contexte minoritaire francophone? Les données cueillies dans le cadre de ce projet ont identifié certains facteurs saillants et, simultanément, ont signalé une certaine présence de l'insécurité linguistique vécue non seulement par les patients, mais aussi chez les professionnels de santé qui œuvraient dans les hôpitaux qui ont participé dans le projet. Donc, voici certaines citations dans lesquelles sont exprimées cette insécurité linguistique. Une raison pour laquelle l'offre de service en français à Yarmouth n'est pas plus répandue peut s'expliquer par l'insécurité des employés francophones qui prennent soin de préciser qu'ils ne parlent pas le vrai français ou qu'ils parlent un français local.
Certains employés s'adressent aux patients en français, mais la communication est plutôt informelle et vise surtout à les sécuriser ou les mettre à l'aise. Une autre citation. Un autre répondant précise qu'il s'agit plutôt d'une question de confiance chez ceux qui parlent le français, en raison du dialecte ou du français régional qui est parlé. Selon un répondant, la formation linguistique n'est pas adaptée au français parlé par la communauté acadienne. Ça, voici des chiffres, voici un peu des données quantitatives qui donnent des chiffres. 34% des répondants affirment que les patients francophones commencent toujours ou souvent à parler en français, puis passent à l'anglais, alors que 32% disent que cela arrive rarement ou jamais. 36% demandent aux patients s'ils parlent en anglais, et si oui, ils continuent à le servir en anglais. C'est le cas pour 52% des répondants à Saint-Boniface et pour 33 ou 34% dans les autres hôpitaux. Donc, vous pouvez, voici le rapport, vous pouvez avoir accès, en ligne. Il faudra demander pourquoi change-t-il du français à l'anglais. Et il faudra aussi réfléchir aux commentaires liés à la valorisation du français régional exprimé par les participants. Est-ce qu'il y a de la place pour ce registre dans la communication entre patients et le professionnel dans le but de diminuer l'insécurité linguistique? Je vous laisse à y réfléchir pendant que je vous présente un peu de théorie liée à l'insécurité linguistique. Donc, c'est quoi l'insécurité linguistique? La Fédération de la jeunesse canadienne française, et dorénavant, je vais les appeler la FGCF, dans leur stratégie nationale pour la sécurité linguistique, au lieu de définir l'insécurité dans une définition précise, le décrit en faisant appel à certains thèmes récurrents. Personnellement, j'ai apprécié cette approche parce qu'elle nous permet d'explorer l'insécurité linguistique en faisant appel à ses causes et à ses impacts sur les choix langagiers des personnes sans qu'on recourt automatiquement à une définition précise d'un dictionnaire. Comme quand j'ai mis la diapositive précédente, j'aurais pu mettre une définition. Mais j'aimerais explorer avec vous les thèmes récurrents parce que franchement, l'insécurité linguistique est un phénomène trop complexe, je trouve, à définir dans une définition précise. Donc, pendant les prochaines minutes, j'aimerais explorer l'insécurité linguistique avec vous en explorant ces 4 thèmes. L'insécurité linguistique est un phénomène de longue date et ne se limite pas à la langue française. L'insécurité linguistique correspond à l'affectif, aux émotions de la personne. Le mythe du français standard contribue au maintien et à la propagation perpétuelle de l'insécurité linguistique. Et le 4e thème que j'aimerais explorer contribue, et puis vous verrez sur ma chemise plus tard, les accents. Les accents font partie des expériences langagières et comptent parmi les éléments langagiers les plus identifiés quant à l'insécurité linguistique. Mais il faut aussi regarder ailleurs. Mais les accents sont souvent identifiés. Donc, le premier thème. L'insécurité linguistique est un phénomène de longue date et ne se limite pas à la langue française. Ce n'est pas un phénomène du 21e siècle. Une des premières explorations du phénomène d'insécurité linguistique était en 1972, lors du travail du sociolinguiste William Labov dans la ville de New York, spécifiquement à la stratification sociale de la prononciation de R, la lettre R et comment la prononcer, pour décrire les attitudes des employés à 3 différents magasins face à leur façon de parler comparée aux normes d'anglais standard. Anglais standard. Nous entendons le mot standard. L'insécurité linguistique
se présente chez les apprenants de langue seconde et les apprenants qui vivent en contexte minoritaire. Les étudiants et les enseignants avec qui j'œuvre, parce que mon domaine d'études est dans l'éducation, et les professionnels de la santé, les patients et les clients avec qui vous ouvrez et collaborez vivent de l'insécurité linguistique, au moins certains d'entre eux. 50 ans après le BAV, nous parlons de ce phénomène encore, sauf dans de nombreux différents contextes langagiers et sociaux. William Labov, c'était dans le contexte de New York, dans la ville de New York, avec des personnes qui travaillaient dans les centres d'achat, dans certains magasins, et c'était lié à l'anglais. Moi, je l'explore avec mes lentilles ou avec mes lunettes pour regarder à l'éducation. Et ici, nous sommes en train de l'explorer avec des lunettes ou une perspective sur la santé. Vous voyez des différents contextes. Les apprenants de langue seconde qui parlent avec un locuteur de langue maternelle, par exemple. Donc, par exemple, une infirmière qui a appris le français comme deuxième langue, qui répond aux questions d'un patient francophone. L'infirmière est peut-être l'expert dans la situation, formée dans la santé, elle est professionnelle de la santé et elle est très capable d'expliquer le tout dans sa deuxième langue. Mais peut-être son insécurité linguistique va le prévenir de le faire. Le deuxième thème, l'insécurité linguistique correspond à l'affectif, aux émotions de la personne. Puis c'est probablement ici où est-ce que moi, mes recherches ciblent surtout le thème numéro 2 et le thème numéro 4. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent Madame Annette Boudreau. Annette Boudreau est professeure émérite de l'Université de Moncton et elle est sociolinguiste renommée. Et lors d'une table ronde à Radio-Canada, il y a quelques années, elle était en train de discuter les efforts des jeunes à appuyer la sécurité linguistique. Et puis, elle avait expliqué, et puis c'était un moment marquant pour moi en tant que maman d'un jeune ado, en tant que chercheur dans le domaine de sécurité linguistique. C'était un moment marquant pour moi parce qu'elle a dit, elle a expliqué, quand nous portons jugement sur comment quelqu'un parle, nous portons jugement sur la personne et sur leur identité. La langue et l'identité ne peuvent pas être séparées. Puis ça, c'était un moment marquant pour moi. Vivre des expériences qui sèment l'insécurité linguistique pourra provoquer des sentiments de honte, de déconnexion et d'incompétence chez la personne. Dans leur stratégie nationale, la FGCF explique que l'insécurité linguistique provient d'un geste, d'une intervention, d'un contexte qui menace, blesse, intimide, humilie ou frustre quelqu'un par rapport à la langue ou sa façon de l'utiliser. De vivre des expériences liées à ou qui font une personne avoir honte ou se sentir incompétent par rapport à comment utiliser la langue est certainement lié aux émotions. Thème numéro 3. Le mythe du français standard contribue au maintien et à la propagation perpétuelle de l'insécurité linguistique. De parler le bon français ou de croire que le bon français existe. J'enseigne le cours d'éducation en milieu minoritaire, puis la première journée, dans le premier cours, j'écrivais bon français au tableau, puis je mettais un grand X pour indiquer aux étudiants, il n'existe pas, c'est un mythe. Voici un mythe saillant qui permet à la propagation de l'insécurité linguistique, ce qui est reconnu comme le français standard. Il est vrai, le français est une langue fortement normée. En fait, on parle toujours du français standard ou un français normatif. Moi, j'utilise plutôt la terminologie français normatif que français standard.
Summit de français standard constate qu'il existe une manière de parler et d'écrire dans la langue française. Et ce français est souvent référé ou intitulé comme le bon français. Je suis certaine que si on mettait un sondage tout de suite, avez-vous déjà entendu le terme bon français dans vos vies professionnelles et ou personnelles? Je suis certaine qu'on aura un chiffre significatif qui va dire « Ah oui, je sais c'est quoi le bon français, je l'ai entendu avant ». Ce bon français fait partie d'une autre perception ou perspective langagière commune, celle de la hiérarchie des langues. Parce que s'il y a un bon français, ça veut dire qu'il y a un mauvais français. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. La hiérarchie des langues, c'est quand les personnes pensent qu'une façon de parler est meilleure qu'une autre. Et c'est souvent lié au français parlé dans une région géographique ou parlé par une personne qui vient d'une telle région spécifique. Par exemple, une personne qui vient de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse qui rencontre un francophone de Québec et qui pense « Oh, il parle bon français ». Ou un franco-albertain qui rencontre un français irréfléchi. « Oh, oui, ça c'est le bon français ». Et moi, je peux le dire, en tant qu'apprenant de français comme langue seconde, quand j'étais plus jeune, je le vis encore, mais moins, quand j'apprenais la langue dans ma jeunesse, quand j'aurais parlé avec quelqu'un qui était francophone, je me sentais comme, oh, je ne peux pas parler en français avec cette personne parce que je sonne trop anglophone quand je parle en français. Je vivais une grande insécurité parce que je pensais, eux, ils parlent le bon français, puis moi, je parle français d'immersion, par exemple. Cette hiérarchie existe en des variantes dans la même province, entre les régions dans un pays et même entre les pays de la francophonie. Donc, une anecdote que je pourrais donner, et c'est un article apparemment qui a été écrit dans les 1960 au Nouveau-Brunswick, puis je n'ai jamais pu le trouver parce qu'on n'avait pas la technologie comme qu'on a maintenant. Puis c'était un jeune étudiant qui avait écrit un article, puis c'était sûr, ce n'était pas sur l'insécurité linguistique comme telle, parce qu'on n'en parlait pas nécessairement ce temps-là avec ce titre-là, mais il parlait de la hiérarchie des langues. Puis il avait dit, il venait d'une certaine région géographique, puis il avait dit, les personnes de telle région pensent qu'ils parlent mieux que les personnes de cette région, puis les personnes de cette région pensent qu'ils parlent mieux le français que cette région. Puis lui, d'où il venait en bas de l'hiérarchie, puis il a dit, comment est-ce que moi je me sens à propos de ma langue parlée? Donc, si je peux trouver l'article, là, je vais commencer à identifier les places spécifiquement, mais il a vraiment montré comment une place peut être l'aperçue comme, oh, il parle le bon français là-bas. Et je peux dire que ça existe, même on voit cette variante entre les différentes communautés. Pour comprendre l'insécurité linguistique, le phénomène en soi est notre propre sentiment d'insécurité linguistique. Il faut comprendre et reconnaître le mythe de français standard et la perception d'une hiérarchie de la langue française. Il faut reconnaître et verbaliser nos propres perceptions, nos propres croyances et nos propres stéréotypes quant à la langue française pour qu'on puisse surmonter notre insécurité linguistique et pour mieux comprendre nos stéréotypes des façons de parler des autres personnes. Parce que la communication, c'est un chemin à deux voies. Donc, c'est vraiment de prendre du temps pour réfléchir. Et le temps, on n'en a pas beaucoup, mais je pense que ça serait un exercice très valable. Je vous donne un exemple de comment cette perception se présente de manière concrète dans le domaine de la santé. C'est une vraie histoire parce que moi, je n'ouvre pas dans le domaine de la santé. J'étais parlé avec mes collègues qui sont des professeurs dans les différents programmes de formation liés aux professions de santé. Et c'est une histoire qui a été partagée avec moi, mais j'ai changé le nom de la personne. Donc, Julianne est travailleuse sociale et elle est francophone du contexte minoritaire. Elle vient d'une région fortement francophone. Elle a fréquenté des écoles francophones et elle a fait sa formation postsecondaire dans des universités de langue anglaise. Elle est bilingue, mais elle parle en français pendant la forte majorité du temps.
mais elle reste en milieu minoritaire, francophone minoritaire. Après avoir terminé sa formation, Julienne était embauchée par une régie de santé dans une région minoritaire, dans une province avoisinante. Elle était embauchée pour servir spécifiquement à la population francophone de la région. Une situation gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Il n'y avait pas ou très peu de services en français dans le secteur de services sociaux, puis Julienne, c'était une travailleuse sociale, et Julienne pouvait combler ce besoin. Cependant, il n'était que 18 mois après son embauche, avant qu'elle ait pu avoir une conversation ou offrir de l'appui en français avec un client ou un patient, parce que chaque fois qu'elle a débuté une séance en français, la personne lui répondait en anglais. C'était qu'elle a débuté une séance en français, mais la personne lui répondait en anglais. Cette histoire correspond aux données présentées au début de ma présentation. Un élément dont je n'ai pas noté, c'est que l'accent de Julienne est remarquablement différent que celui de ses clients et elle aurait utilisé des mots de la terminologie ou elle aurait utilisé la terminologie qui n'était pas familier pour les clients. Ce nouvel accent, un accent aperçu comme bon français, et des mots qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas compris, la personne se sentira inconfortable, incompétente et intimidée. Donc, elle change de la langue ou simplement dit « OK, je suis correct, je n'ai pas besoin de l'aide ». Cet exemple correspond à ce quatrième et dernier thème récurrent. Les accents font partie des expériences langagières et comptent parmi les éléments langagiers les plus identifiés quant à l'insécurité linguistique. Mais je vais dire, c'est pas juste les accents qui sont liés, ça c'est pourquoi je dis, il faut aussi regarder aux autres éléments, mais les gens citent souvent ou identifient souvent, c'est les différents accents égal que c'est bon français ou non. Donc, les accents font partie des expériences langagières contribuant à l'insécurité linguistique. Il y en a d'autres, mais la variation des accents est probablement l'élément le plus identifié, le plus cité. Les campagnes de « J'aimerais ton accent », et là, je vous montre ma chemise, hashtag « Bec mon accent » et « Right fier » confirment la force et la popularité de l'accent comme sujet lié à la variété langagière, à l'insécurité linguistique et à la résilience langagière de nos jeunes. Comme nous le savons, les accents varient d'une communauté, une région, une province, un pays de l'autre. Même ici en Nouvelle-Écosse, c'est d'un village à l'autre. Donc, comment est-ce que nous parlons ici à la baie Sainte-Marie est différent qu'à Chéticamp, par exemple. Nous utilisons des différents mots, puis nous prononçons des mots de différentes manières. Et quand on parle des accents, on parle de la prononciation ainsi que du vocabulaire. Parce que les mots et comment les prononcer varient et peuvent même provoquer des sentiments de déconnexion, d'incompétence et manque de compréhension. À l'enjeu des jugements faits par rapport aux accents, on pourra ajouter les nombreux registres de langue qu'on utilise dans les divers contextes de nos vies. Il y a les registres formels, informels, quand nous parlons avec nos amis, quand on parle avec des professionnels, quand on joue au sport, etc. Ce qu'il faut tenir en tête, c'est que l'accès et l'utilisation des divers registres ou à plus qu'un registre permettent à un individu de naviguer les différentes variantes de la langue française. Et dans cette voie, peuvent aider à contrebalancer la menace de l'insécurité linguistique. Cependant, tel expliqué dans la stratégie nationale de l'FGCF, celui ou celle qui maîtrise un seul registre risque de subir une critique assez dure de la part des gens avec qui ou elle cherche à communiquer si leur registre ne s'aligne pas. Si on applique ces réflexions dans le contexte d'un hôpital, d'un bureau de médecin ou d'infirmière, dans la chaise de dentiste, quel registre est utilisé avec les patients? Quand vous parlez, comme j'ai demandé plus tôt, quand vous parlez en français avec vos collègues francophones ou bilingues, comment ils réagissent-ils? Quand un collègue francophone vous parle en français et leur français est différent que le vôtre, comment réagissez-vous? Donc, maintenant, je pense que moi, j'ai parlé assez.
Donc, j'aimerais entendre de vos réflexions, de vos réponses et répondre à des questions. Merci beaucoup, Andrea. C'est très stimulant. Puis en fait, j'ai déjà mis dans la boîte de clavardage une question pour alimenter justement la réflexion parce qu'à ce moment-ci, on veut vous entendre. Donc, les gens qui sont présents aujourd'hui, vous œuvrez dans les secteurs de la santé, des services sociaux, du mieux-être. Vous êtes là comme professionnels, comme bénévoles, comme patients, comme clients. Quels sont les gestes, quelles sont les actions qu'on peut tous poser, soit en tant que patient, soit en tant que professionnel, comme de bénévoles, de parents aussi? Quelles sont les actions qu'on pourrait poser, qu'elles soient petits ou grands, les gestes petits ou grands, pour favoriser cette sécurité linguistique? Là, Andrea, vous nous avez donné l'idée de l'importance de naviguer dans les différents registres de la langue pour ne pas rester dans un seul créneau. Et puis, quand on navigue dans différents registres de la langue, bien, à ce moment-là, ça nous aide à développer cette sécurité linguistique-là. Mais on veut vous entendre. On a un premier commentaire de la part de Lise Richard. Lise qui nous laisse dans la boîte de clavardage un documentaire très intéressant sur le sujet, l'éloge du chiac. Deux, je ne sais pas, Lise, si vous voulez aussi, je crois que Lise est travailleuse sociale de formation. Je ne sais pas si vous voulez aussi, Lise, prendre la parole. C'est une invitation. Oui, Lise? Oui, je peux, oui. Non, ben, la discussion me rappelle toujours de ce documentaire-là. Là. Il y a l'éloge du chiac et l'éloge du chiac 2, parce que c'est sûr que dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, on se fait souvent critiquer ou dire qu'on n'est même pas francophone. Puis c'était intéressant parce que c'était une discussion entre enseignants et étudiants et peut-être même des parents en 1969 par rapport au chiac versus le bon français. Et l'éloge du chiac 2, qui s'est fait, je pense, 20 ans plus tard, c'était les mêmes étudiants qui avaient une discussion sous une table ronde. C'était vraiment intéressant comme perspective. Puis je trouve que ça touche bien au thème, puis des sentiments d'insécurité linguistique, puis tout ça. Ça fait, je pensais le partager. Merci. Merci, Lise. Puis lorsque vous étiez travailleuse sociale, est-ce que vous vous souvenez d'avoir posé certains gestes justement pour encourager peut-être certains de vos patients ou certains des familles avec lesquelles vous travaillez qui n'utilisaient pas d'emblée au premier abord le français, mais que vous pensiez qu'ils étaient peut-être francophones? Est-ce que vous vous souvenez de gestes ou d'actions que vous posiez pour encourager ces gens peut-être à parler en français ou en chiac? Moi, j'ai commencé ma carrière au Nouveau-Brunswick, dans la région de Bathurst, un peu dans le nord. Ça fait qu'il y avait déjà beaucoup de francophones là-bas. Ça fait qu'on faisait une offre active aussi là, dans ce temps-là. Ça fait que je ne me rappelle pas d'avoir, comment je dirais ça, je parlais aussi régulièrement en français et plus régulièrement en français qu'en anglais avec la clientèle à cause du contexte. Et plus tard, j'ai transféré à Moncton. Puis puis là aussi, j'avais des clients en français puis en anglais, puis plus en anglais peut-être. Puis les gestes, c'était juste de faire savoir aux gens justement qu'ils peuvent s'adresser dans la langue de leur choix, je vous dirais. En termes parce que la conférencière, elle a parlé de l'insécurité des employés aussi. Mais moi, j'ai grandi dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. J'ai étudié à l'Université de Moncton et j'ai commencé ma carrière dans le nord du Nouveau-Brunswick. Et je ne me faisais pas comprendre. Alors, moi, j'ai dû m'adapter. Puis en quelque part, ça blesse à l'intérieur aussi parce que tu changes un peu ta façon d'être pour que les gens puissent te comprendre. Alors ça a été une évolution que j'ai dû faire au niveau de ma carrière et de mon identité personnelle parce que j'avais tendance à changer ma langue. J'avais de la difficulté à changer les mots que j'utilisais sans changer mon accent. Puis c'est la perte de mon accent qui m'a dérangé plus, puis qui est revenu plus tard. Mais oui, ça touchait à mon insécurité en tant que professionnelle et personnelle.
Au niveau du service à la clientèle, je pense que dans le contexte du début de ma carrière, il n'y avait pas vraiment de questions par rapport à... la plupart des gens étaient francophones dans ce point-là. Merci beaucoup, Lise, de cette ouverture puis de livrer ce témoignage. Je vais laisser peut-être... on a une deuxième... Oui, allez-y, Nicole. Nicole Rose Baudry. Bien, moi, c'est un peu l'envers de la situation. Je suis francophone. J'ai fait ma formation professionnelle infirmière en français. Et puis ensuite, j'ai voulu aller continuer mon éducation à distance. J'ai pris des cours avec une université anglophone. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu les résultats d'un travail qu'on a soumis. Et puis, c'était écrit English is your second language, ou quelque chose comme ça. English is probably your second language. Puis ça m'a insulté un petit peu. Ça sous-entendait qu'il y avait des fautes, là, mais ça ne comptait pas dans le contexte. C'était pas ça qui corrigeait, là, parce que les critères de correction, ils étaient vraiment axés sur des points très précis. Alors, si j'avais la réponse, j'avais mes points. Mais c'était quand même un narratif. Alors, le professeur qui a lu ma réponse, il avait peut-être de la misère à me suivre. Et puis, fait que j'ai montré ça à une personne qui est traducteur de profession. Et puis, ensuite, avant de soumettre mes travaux, je faisais toujours réviser par le traducteur. Puis là, ben, à un moment donné, plus tard, j'avais quelque chose d'écrit en anglais. Et puis, pour moi, de l'anglais, c'était toujours parfait. Dans ma tête, je ne pouvais pas avoir de l'anglais pauvre. Puis là, ce traducteur-là, il me dit, ben, cet anglais-là, il n'est pas bien fort. Ah. Puis là, ça a comme réveillé ma tête que des fois, l'anglais aussi peut être pas bon. Juste pour dire que on est biaisé sur le français, qu'il faut que ça soit beau puis bon. Mais l'anglais, il semblerait qu'on accepte du moins bon anglais puis qu'on est satisfait avec ça. Merci, Nicole. C'est très intéressant de vous entendre, Nicole, puis d'entendre Lise aussi. Puis c'est comme deux témoignages de francophones qui ont vécu justement des événements qui les ont amenés qui ont ébranlé leur sécurité linguistique. Merci beaucoup. Andrea, peut-être des réactions? Mais merci, Lise et Nicole, d'avoir partagé vos histoires avec nous. Je pense que chacun, puisqu'on est autour de cette table ensemble, sur cette belle journée, je crois que je pourrais dire que nous avons chacun et chacune, à un moment donné, vécu des expériences qui nous a fait questionner comment nous parlons ou si nous parlons bien, bon essai, etc. Donc, merci beaucoup, parce que ça prend du courage d'en parler. Comme j'ai dit, je vais vous dire, parce que je pense que c'est Lise, tu avais mentionné, tu es travailleuse sociale. Donc, le début de mes recherches dans la sécurité linguistique, c'était parce que j'étais enseignante, je suis enseignante de formation, puis j'enseignais dans une école de langue française avec des ados. J'adore travailler avec des ados. Puis, un des ados m'avait dit, j'enseignais anglais, puis elle avait dit, je parle mal en anglais, puis je parle mal en français. Elle m'a dit, donc elle avait une insécurité linguistique en anglais, puis elle avait une insécurité linguistique en français, puis elle avait grandi bilingue, comme beaucoup d'enfants en Acadie en tout cas. Et j'ai dit, oh my gosh, d'être ado, c'est déjà difficile. Comme on va tout avouer qu'être ado est plein de ses propres défis. Puis là, de se trouver insécure par rapport à notre langue, qui est la première manière de communiquer, et que c'est sa langue maternelle ou ses langues maternelles, et de penser que je ne suis pas assez bonne par-dessus tout ce qu'elle vit comme ado, ça m'a beaucoup blessée en tant qu'enseignante. Je pensais
qu'est-ce que je pourrais faire pour aider aux étudiants, aux élèves? Donc, quand j'ai commencé mes études de doctorat, j'étais comme ça, c'est où est-ce que je suis partie. Je ne veux pas que les jeunes se sentent mal à propos de comment ils parlent. Ils peuvent apprendre comment parler les différents registres selon le contexte dans lequel ils se trouvent. Ça, c'est très important. Mais de se sentir mal parce qu'ils parlent avec un accent ou ils prononcent un mot d'une certaine façon, ça, c'est pas acceptable. Puis, quand j'ai débuté mes recherches, parce que je pense à Lise, j'ai commencé à travailler avec les recherches, je regarde dans ma bibliothèque à côté de moi, c'est des recherches qui étaient faites en travail social liées à la honte. Donc, mes travaux quant à l'insécurité linguistique, les recherches ou la théorie de base ou le cadre théorique se trouvaient dans des recherches de travail social et des recherches liées à la honte. Donc, en ce moment, je cible ou j'essaie de finir un article sur ce qui est appelé des cicatrices langagières ou en anglais, c'est appelé language scars. Puis ça, c'est où est-ce qu'on a vécu des traumatismes langagières ou de la discrimination langagière ou des traumatismes assez signifiants que ça changeait comment est-ce que nous parlons. Comme je connais des gens, puis en fin de compte, ce matin, avec un de mes collègues, elle a dit, je parle plus en français au travail avec certaines personnes parce qu'ils ont moqué si tant de mon accent puis comment est-ce que je parle en français, je ne leur parle plus en français. Donc, elle est très compétente dans la langue, mais elle se fait menacer ou taquiner si tant qu'elle a dit c'est fini. Je n'ai pas besoin de vivre avec cette menace-là ou de questionner ma compétence. C'était vraiment, mais tout ça pour dire que Lise, quand tu as mentionné le travail social, c'est basé dans les recherches, mes recherches sont basées dans la honte, puis les impacts de la honte, et puis la honte langagière. Donc, le film, le documentaire Éloge des Chiacs, j'utilise ce film dans mon cours d'éducation en milieu minoritaire. On le regarde. Oui, c'est super, super intéressant. Si vous avez l'occasion de le regarder, c'est super. Et puis là, les commentaires commencent à rentrer. Donc, on a Lucille Cormier qui veut commenter. Et puis par la suite, il y a 2 commentaires écrits de la part de l'Alberta et de l'Ontario. Donc, on va commencer avec vous, Lucille. Allez-y. Et moi, je suis une infirmière à la retraite. J'ai grandi, mais je suis née dans le sud-est au Nouveau-Brunswick. Puis, durant mon enfance, on a déménagé dans le nord-ouest. Puis, j'ai gradué de l'école secondaire dans le nord-est. Ça fait que ça fait différents accents. Puis, j'ai passé beaucoup de mes étés à Québec, à Montréal. Puis là, à Montréal, c'était qu'on ne parlait pas français parce que j'avais un accent. OK, ça, c'est au niveau personnel. Au niveau professionnel, une grande partie de ma carrière a été comme infirmière-interprète en Nouvelle-Écosse, en milieu de santé. C'était la même chose. J'ai fait mon cours en français. J'ai toujours travaillé. Quand j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, je n'avais jamais travaillé dans un milieu hospitalier anglophone. En tout cas, tu t'adaptes, tu n'as pas le choix. Puis là, en étant infirmière-interprète, dans le milieu que je travaillais, je rencontrais des gens de tous les pays francophones, la France, Côte d'Ivoire, les pays africains, partout au Canada. Alors, moi, j'ai appris, parce qu'on était au niveau de santé, puis c'était très important que tout le monde comprenne ce qui se passe avec leur enfant. J'ai adapté ma langue francophone d'après le milieu que la famille était natif. Alors, ça, c'est un peu différent. Puis, à l'occasion, bien souvent, c'était la même chose. Dépendant avec qui tu travaillais, ton français est différent, tu as un accent. Puis là, je me faisais dire, mais c'est pas le bon français. Puis c'est la même chose pour les professionnels de la santé qui avaient soit fait l'immersion française ou qui avaient toujours fait leur éducation, qui étaient francophones, mais fait leur éducation postsecondaire en anglais. C'était essayer de les encourager à parler le français
tous les Français, c'est français, peu importe de quelle région qu'on vient. Excellent. Merci beaucoup, Lucille. C'est génial. Puis ça nous donne de très bonnes pistes, donc, d'adapter notre niveau de langage aux patients, à la famille, d'encourager les gens à s'exprimer en français. Merci beaucoup. On a Paul Denis du côté de l'Alberta qui voulait intervenir. Paul? Oui, j'ai mis la question de fait dans le chat room. Que dire aux professionnels de la santé, puis rien quelle discipline, le médecin de famille, dentiste, psychologue, etc., qui n'osent pas offrir leur service en français car ils ne sont pas à l'aise en français vu qu'ils ont fait leurs études en anglais. Et on vit ça un peu partout dans la province chez nous, et j'imagine que c'est la même chose ailleurs. Puis on a une pénurie de professionnels de la santé qui sont capables d'offrir des services en français. Et on essaie d'encourager ceux et celles qui se disent ne pas posséder la langue française suffisamment pour être capables d'offrir leurs services en français. Est-ce qu'on peut les encourager d'une façon ou d'autre? Merci. Donc, je ne peux pas parler pour toutes les provinces, je peux parler de notre région. Et puis, merci beaucoup, Paul. Il y a certainement une pénurie. Il y a une pénurie moi, je dans le domaine, dans le département des sciences de l'éducation, puis on a une énorme pénurie d'enseignants, que ce soit dans les écoles de langue française ou pour les classes d'immersion. On ne peut pas fournir, on ne peut pas, puis pardon, je veux dire les différentes universités francophones canadiennes. Je présume que c'est la même chose pour les programmes de formation en santé. Je sais pour ici, en Nouvelle-Écosse, il y a quelques années, que un partenariat entre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et nous, Université Sainte-Anne, parce qu'il y avait si une pénurie pour les professionnels de santé, qu'ils ont offert des bourses pour qui payaient une grande partie, pas tout, des frais de scolarité pour les gens qui allaient travailler comme des auxiliaires soins continus, et etc. Donc, ils pouvaient venir faire leur formation chez nous et qu'on on avait le même pour les éducatrices et les éducateurs à la petite enfance parce que la pénurie était énorme et puis ils voulaient utiliser ça comme un moyen. Je n'ai pas vu des chiffres dernièrement, comment ça va. Je sais qu'il y a eu une augmentation dans les inscriptions, mais où est-ce qu'on est rendu? Je ne suis pas certaine, mais ça, c'était une piste qu'ils ont utilisée. C'était pour offrir de l'appui financier pour des jeunes pour s'inscrire dans ces programmes, puis là, aller travailler. C'était pour nous, je sais, en milieu rural, surtout en Nouvelle-Écosse, parce que nos régions francophones sont plutôt, la forte majorité reste en ville, dans la ville métropolitaine de Halifax, mais nos communautés francophones se trouvent d'un bout de la province à l'autre, puis c'est surtout rural, donc de trouver des personnes qui peuvent donner des soins de santé dans ces milieux, c'est très difficile. Donc ça, c'était un des partenariats. Un autre partenariat, nous avons avec Sainte-Anne, nous avons des places dans l'école de médecine à Sherbrooke. Donc, il y a un certain nombre de places réservées pour des étudiants de la Nouvelle-Écosse et de l'île de Prince-Édouard, si je ne me trompe pas. Là, je ne suis pas dans le département de sciences, donc je ne veux pas donner un chiffre ou une province, et puis c'est une erreur. Et puis, beaucoup de ces jeunes qui vont à l'école de médecine à Sherbrooke, qui viennent de la Nouvelle-Écosse, qui sont des francophones, reviennent. Donc, par exemple, moi, j'ai un jeune médecin qui vient de cette région, qui a étudié à Sainte-Anne, et puis là, qui était à Sherbrooke, puis qui est revenu s'établir ici. Donc, nous avons peut-être 6 médecins dans notre centre médical, puis 5 ou des 6 sont des diplômés de ce programme. Donc c'est complètement à leur bout. Il y a une grande pénurie de médecins, mais il n'y en a pas dans notre communauté. Et puis, c'est parce qu'il y a la formation chez nous aussi, c'est un problème parce que le campus Saint-Jean, par exemple, à Edmonton, offre un programme de sciences infirmières de 4 ans qui mène à un diplôme d'infirmière agrégée. Et ils ont 24 places. Ils reçoivent à chaque année au-delà de 100 demandes d'inscription pour ce programme.
Alors, vous pouvez imaginer que la pénurie, c'est sûr que ça commence avec la formation et les occasions de formation, mais c'est aussi au niveau des professionnels de la santé qui pourraient offrir un service en français, mais qui n'osent pas parce qu'ils se sentent mal à l'aise en français, étant donné qu'ils ont fait leurs études en anglais. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que c'est un danger qui puisse peut-être mal exprimer quelque chose que le patient ne comprendrait pas comme il faut? J'ai l'impression qu'il faudrait trouver une façon d'encourager ces professionnels-là d'utiliser le français, même si ce n'est pas parfait. Là. Merci, Paul, de votre intervention. Nathalie, je vais peut-être t'envoyer le lien. Donc, dans l'étude, j'ai mentionné tantôt l'étude qui était faite par Ford et etc. C'est un projet de recherche canadien. Ça date de 2011, mais il y a des données qualitatives et quantitatives très intéressantes. Et je pourrais vous fournir le lien, Nathalie, puis vous pourriez l'inclure avec l'enregistrement de ma présentation. Oui. Ouais, il y a celui-ci aussi qui est très intéressant et qui donne beaucoup d'informations sur les services qui existent ou qui n'existent pas dans chacune des provinces à travers le pays. Oui. Ça s'est fait avec les co-chercheurs de 3-4 universités. Là. Moncton était là-dedans, Ottawa, Manitoba et le campus Saint-Jean. Oui. Je pense que ça serait intéressant parce que moi, je trouve dans mon autre vie chercheur comme je travaille en éducation. Mes collègues de recherche sont en Ottawa, en Manitoba, puis un de nos buts, c'est pour éviter de travailler en silo, puisqu'on est en milieu minoritaire, souvent, comme Nathalie est juste à Moncton, mais on ne se voit pas. Mais on a une passion pour les mêmes sujets. Donc, on essaie de trouver des pistes qu'on peut partager à travers les provinces. Parfait. Écoutez, il y a Sylvie Sylvestre qui est en ligne du côté de l'Ontario. Donc, je vais peut-être lui donner la parole à Sylvie. Puis, il y a Nicole par la suite, Nicole qui veut intervenir à nouveau. Donc, Sylvie, si vous voulez aller de l'avant. Merci, Paul. Oui, vous m'entendez bien? Moi, je suis proche aidante pour mes parents qui sont âgés 83 et 85 et je me rappelle particulièrement d'une expérience. J'étais chez mon père, je visitais. Puis, c'était une première rencontre avec une préposée bilingue qui offrait des services à domicile à mon père. Et puis, lorsqu'elle m'a vue, elle a commencé à parler en anglais. Et puis, j'ai immédiatement expliqué qu'il était important de parler en français parce que je voulais que mon père fasse partie de la conversation. Je ne voulais pas qu'il soit exclu. Donc, j'ai vu qu'elle a été un peu surprise par ma façon de m'affirmer, mais je dois dire que ça a fonctionné parce qu'elle a respecté ma demande. Et puis, je remarquais qu'après, par après, à chaque visite, elle s'exprimait en français, soit avec moi ou soit lorsque mon père était dans la pièce pour faire la conversation. Donc, moi, de mon côté, je continue de m'affirmer parce que je sais que mes parents ne s'affirment pas. Ils vont sourire, ils vont faire semblant qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Donc, c'est moi qui s'affirme de leur côté. Et puis, je dois dire que j'encourage beaucoup, je félicite les gens, je leur dis que leur français est très bon. Parce que souvent, ils vont s'abaisser puis ils vont dire « Ah, ben, toi, ton français, il est très bon, le mien, il est moins bon. Non, ton français est vraiment bon, on peut continuer la conversation en français. » Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sylvie, de ce témoignage-là. Puis c'est une autre piste aussi, encore une fois, que vous nous offrez là, pour encourager les gens à utiliser le français puis à communiquer avec les patients en français. Merci beaucoup. Nicole? Je sais pas, et puis j'étais dans un milieu comme peut-être 80% francophone, rural. Et puis on me demande, puis là j'avais une grande évaluation parce que c'est en santé mentale. Alors c'était une évaluation qui durait certainement 1 heure, puis on pouvait prolonger à une autre session plus tard. Alors, puis je pouvais, quand les gens arrivaient,
il se présentait en anglais. Puis là, moi, me présentais, bonjour, je suis Nicole, hello, I'm Nicole Baudry, là. Et puis, quand là, je leur demandais spécifiquement, j'ai dit, j'ai une grande évaluation à faire. Je le dis en anglais parce que les autres s'adressaient en anglais. Voulez-vous l'avoir en anglais ou en français? Oh, my French is not. Non, il me disait, mon français, I'm not good enough in French. C'est ça qu'il me disait. Ben, j'ai dit, je leur répondais, I'm Franglish pour les rendre confortables. Je disais, moi, je suis Franglish. So, on peut faire ça en Franglish, en Frenchglish. Et puis là, je les laissais commencer en anglais. Puis là, à un moment donné, il y a des mots français qui se glissaient. Puis finalement, peut-être dans 30 minutes plus tard, là, on était vraiment Frenchglish. Mais le problème pour le professionnel de la santé, c'est que quand tu fais ton rapport, tout ça est écrit en anglais. Alors, là, c'est de faire de l'interprétation un peu parce que écrire les sessions, les bouts français en anglais, c'est un peu moins facile. Excellent, merci beaucoup, Nicole. Et puis, on a une suggestion de la part de Sylvie Sylvestre, parce que tout à l'heure, Paul nous a a lancé une question à dire comment est-ce qu'on peut encourager les professionnels de la santé, des bénévoles dans le secteur de la santé, à s'exprimer en français, eux qui sont peut-être gênés de le faire. Et puis, Sylvie nous rappelle qu'effectivement, il y a une initiative qui a été mise de l'avant par le réseau de Santé Horizon puis le réseau Action d'organisation des services au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Café de Paris. Donc, vous pouvez aller voir en ligne et mettre ça, Café de Paris. C'est une initiative qui vise à encourager les gens francophiles ou les gens qui veulent apprendre peut-être à s'exprimer en français dans le milieu de la santé, à le faire. Et puis, c'est un apprentissage qui se fait dans un contexte le fun. Donc, on apprend avec plaisir des rudiments de la langue pour pouvoir justement offrir un service en français aux gens qui sont, dans ce cas-ci, des gens principalement hospitalisés. Je vais laisser Andrea répondre. Je vois qu'il nous reste quelques minutes à je vais laisser Andrea répondre. Et puis, pendant qu'Andrea répond, vous allez voir apparaître à l'écran un sondage, un court sondage pour évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à évaluer le webinaire. C'est très important pour nous. Et défiler la petite bande grise qui est tout au côté de la boîte pour aller jusqu'à la dernière question. Et une fois la dernière question répondue, vous pouvez cliquer « Soumettre ». Mais Andrea, je vais vous laisser un peu nous alimenter autour des pistes et des actions. Donc, merci beaucoup Nathalie et Sylvie et Paul, et Nicole, des excellentes questions et des commentaires. Paul, c'était Paul ou Sylvestre ou Sylvie? Ah, quand on avait parlé c'est Paul, a parlé de parler français en deuil de refus. Ça me fait penser, j'ai aussi consulté une de mes collègues qui est infirmière, qui était une de nos professeurs dans le programme de soins auxiliaires. Auxiliaires soins contenus. Puis elle m'avait dit, quand elle travaillait dans l'hôpital, qu'elle avait des collègues. Elle est francophone, elle est acadienne francophone, elle parle français, on parle français entre nous. Je ne veux pas que je suis anglophone, on parle français tout le temps. Puis quand elle allait à l'hôpital, elle savait que ses collègues qui étaient des infirmières étaient des francophones, qui parlaient français à la maison quand ils étaient à l'épicerie, mais quand ils étaient au travail, ils se parlaient en anglais. Est-ce que c'était parce qu'ils restent dans une ville qui est majoritairement anglophone? Est-ce que ça c'est parce qu'ils avaient une insécurité linguistique puis ils ne voulaient pas répondre aux questions des médecins francophones? On ne sait pas parce qu'on n'a pas fait une étude, on n'a pas posé la question, mais elle a dit, je me posais la question, vous êtes francophone, vous parlez en français, mais quand vous êtes au travail, pourquoi est-ce que vous parlez entre vous en français? Est-ce que c'est cette fameuse action de politesse ou est-ce que s'il y a
10 francophones dans une chambre puis un anglophone rentre, on va changer en anglais. Est-ce que c'est ça le phénomène? On n'est pas sûr, mais je trouvais que ça c'est intéressant, puis peut-être un projet de recherche pour aider à trouver la réponse, je ne suis pas certaine, et à identifier des pistes. Mais pour terminer, je vous donnerai quelques pistes. Paul, tu as mis un petit post-it dans ma tête que de poser ou de faire la recherche ou identifier des pistes concrètes comme augmenter les sièges ou des bourses spécifiques pour des professionnels qui sont francophones ou francophiles. Ou comme là, je mets ça comme une petite note au collant. Donc, les pistes que moi j'ai à partager avec vous sont vraiment, ça pourrait faire partie d'un café de Paris que j'ai aussi noté. Mais vous pourriez, par exemple, permettre aux gens de se voir et de s'entendre dans les milieux de travail pendant des moments informels, des moments de socialisation entre collègues. Parce que si on a le fun ensemble, on va parler en français ensemble. Donc, un des défis à l'école, c'est que le français est souvent vu comme une langue scolaire. Donc, une fois qu'on sort puis on a le fun avec nos amis, on change dans une autre langue. Donc, de la rendre le fun et puis de faire de la socialisation. Donc, dans cette voie, de permettre ou encourager les employés d'explorer, de vivre et de comprendre la francophonie locale, canadienne et internationale. Donc, moi, j'ai vécu dans cette région pendant 10 ans ou 5 ans avant que j'étais enseignante, donc je connaissais la culture. Mais d'autres gens qui venaient d'ailleurs n'étaient pas familiers, donc ils avaient un défi à faire je crois que c'est peut-être Nicole qui l'avait, ou Lucille l'avait mentionné, de déménager du sud-ouest de Nouveau-Brunswick vers le nord. Il y avait un changement. Donc, de donner l'occasion des gens qui arrivent d'ailleurs d'apprendre, de vivre, d'entendre pour qu'ils puissent se familiariser et vice-versa, les patients aussi. Développer et utiliser des ressources technologiques pour permettre aux gens de faire cette exploration. Parce qu'on a Zoom maintenant, donc si on peut trouver des pistes, ça sera bien. Faciliter des échanges avec des francophones et des francophiles d'ailleurs, comme que nous faisons aujourd'hui. Peut-être des formations comme ceci. Donc, disons qu'on va faire une formation pour des infirmières, que ce soit la grandeur de la province en français, donc tout le monde peut s'entendre l'un et l'autre, des différents accents et des différentes terminologies. Et le plus de contacts qu'on a, le mieux que c'est. Afficher des différentes variantes de la langue autour du milieu du travail. Donc, oui, c'est un contexte formel, je comprends, dans un hôpital, mais on peut avoir le fun, comme j'aime ton accent. c'est très Nouveau-Brunswick et très Nouvelle-Écosse. On a des chemises qui disent j'aime ton accent qui étaient faites par des jeunes, mais on peut fêter ça et on peut dire j'aime beaucoup ton accent. On peut vivre les deux. Puis là, bien sûr, sensibiliser les employés à la culture et aux variantes de la région et de la communauté. Donc, ça, c'est juste quelques pistes. Le comment faire, ça pourrait être un webinaire ou une session de travail à un autre moment. Oui. Je serais très contente d'y assister. Et puis là, le temps est écoulé. Oui. Donc, je dois, Andrea Burke-Saunier, oui. vous remercier pour nous avoir vraiment stimulé et éveillé à cette question d'insécurité, de sécurité linguistique. Les commentaires rentrent pour vous remercier de la présentation d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes présentes aussi pour vos contributions. Le courage que vous avez démontré en partageant, c'est très apprécié et définitivement, selon vos commentaires, nous pourrons penser à offrir une suite pour faciliter toujours un accès meilleur et favoriser des meilleures chances pour la santé des francophones de partout au Canada. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Au revoir.